Bonjour à tous, je m'appelle Clémentine Seguin, je suis étudiante en deuxième année de doctorat au CRIOP de Montréal pour l'école pratique des hautes études et sous la direction du professeur Éric Cluat. Donc aujourd'hui, on parle du changement climatique et on parle aussi des requins. Alors, quel rapport on pourrait se demander? C'est tout simplement parce que le changement climatique va induire des modifications de l'environnement et du coup, on pourrait avoir également des modifications de l'habitat du requin avec une distribution géographique de ces animaux qui peut être modifiée. Donc, pour s'en rendre compte, il faut déjà être capable de reconnaître différentes espèces de requins et aussi, pourquoi pas, être capable de reconnaître individuellement des requins d'une même espèce. Donc, c'est de ça que va parler la présentation d'aujourd'hui. Déjà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut trouver des requins absolument partout dans le monde. Donc, depuis les écosystèmes polaires, comme par exemple ce requin du Groenland, qui est assez intéressant au niveau de sa forme et également au niveau de sa longévité parce qu'il pourrait vivre plusieurs centaines d'années, c'est quand même assez impressionnant. On le reconnaît aussi au niveau de son œil, il est aveugle puisqu'il va avoir ce petit parasite qui va vivre à l'intérieur. On trouve également dans les écosystèmes tempérés, par exemple en mer Méditerranée, d'autres espèces de requins, par exemple ce petit requin bleu, qui est un requin particulièrement effilé, particulièrement rapide, qui vit dans les eaux pélagiques et qui est particulièrement menacé, notamment par les pêcheries, puisqu'il faut le rappeler, ce sont vraiment les menaces principales qui pèsent sur les requins aujourd'hui. Et ces requins, donc voilà, on peut les trouver assez régulièrement au large, mais ils sont très menacés. On va avoir également des requins, donc dans nos écosystèmes polynésiens, on a vraiment beaucoup de chance puisqu'on trouve de très nombreuses espèces ici en Polynésie, avec une abondance importante, notamment sur certains sites comme la très célèbre passe sud de Fakarava. Mais rien qu'ici, juste à côté à Moorea, on va trouver ces petits requins pointe-noire dans nos lagons, également en pente externe. Donc on peut les observer vraiment avec grand plaisir et assez souvent. On a beaucoup de chance pour ça. Les requins, ils vont avoir aussi des différences d'habitat très très intéressantes, puisqu'on peut trouver aussi des requins en eau douce, notamment ce requin bulldog. Les requins bulldog, on en a même trouvé qui étaient capables de remonter plusieurs centaines de kilomètres dans les eaux amazoniennes. Donc ça, c'est particulièrement impressionnant. Donc ils pourraient remonter également dans les fleuves qui pourraient être notamment des zones de mise bas. Les requins peuvent être également trouvés dans les eaux très profondes, donc vraiment dans les abysses. Donc, comme la plupart des animaux abyssaux, ils peuvent avoir des morphologies assez particulières, notamment ce requin lutin, qui a des dents vraiment en forme de clou, c'est assez original, et un museau très allongé. On a également d'autres possibilités pour reconnaître deux espèces de requins différentes, ce sont les différences morphologiques. On peut avoir vraiment des très grandes différences de taille. Donc là, on présente un petit peu les deux extrêmes, avec le plus grand de tous les requins, qui est le requin baleine, qui peut mesurer 13 mètres. Donc là, on voit bien à côté du petit plongeur qu'il est très imposant, comme ce n'est que sa tête. Alors que le plus petit, le sagre elfe, il fait moins d'une vingtaine de centimètres. Donc c'est vrai que là, on ne risque pas de les confondre. On a également, entre les différentes espèces, des caractéristiques qui peuvent être très particulières, comme c'est le cas, par exemple, du requin renard, qui va présenter une queue extrêmement allongée, qui va utiliser en fait comme méthode de chasse, puisqu'il va pouvoir fouetter ses proies pour pouvoir les consommer plus facilement. Donc c'est assez amusant. On a également le requin pèlerin, donc qui va avoir cette très très large bouche. Ce requin pèlerin, on le trouve par exemple dans les eaux bretonnes, et il va utiliser donc cette bouche pour filtrer le plancton. Donc c'est vraiment pas un requin très très féroce finalement. Nous avons également un requin un petit peu magique, c'est le requin zèbre, puisqu'il est capable de changer de couleur en fait dans sa vie. Finalement entre son stade juvénile et son stade adulte. En fait, quand il est jeune, le requin zèbre va présenter des rayures. Et quand il va grandir, ces rayures vont se transformer en petites taches. Donc finalement, on aurait presque pu l'appeler le requin léopard.
Donc maintenant qu'on est capable de différencier plusieurs espèces de requins déjà en fonction de là où ils vivent, de leur habitat, également en fonction de leur taille et également en fonction de certaines de leurs caractéristiques morphologiques, on va se demander comment est-ce qu'on peut faire pour différencier deux requins qui appartiennent à la même espèce. Donc par exemple, ces deux requins tigres, Himalaya et Galaxy, qui vivent aux Maldives, comment est-ce qu'on peut les différencier? Et en plus de ça, à quoi ça pourrait bien servir de savoir différencier ces deux animaux-là? Déjà, ce qui va être assez simple de se demander, c'est qu'évidemment, dans toutes les populations animales, on va avoir des mâles, on va avoir des femelles. Donc, chez les requins, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les mâles des femelles? En fait, nos mâles, ils vont avoir deux organes sexuels qu'on voit ici. Les organes sexuels chez le mâle, ils s'appellent les ptérygopodes, alors que la femelle, elle n'en a pas. Donc quand on regarde un petit peu sur les photos de nos requins tigres, on voit effectivement donc ici les ptérygopodes chez le mâle, donc après les nageoires pelviennes, et notre femelle qui n'a rien. Donc également, ce qui est assez amusant, c'est que les femelles chez les requins sont vraiment les patronnes, puisqu'elles sont généralement plus imposantes, donc avec une taille vraiment beaucoup plus massive, et également elles sont réputées pour être plus dominantes. Donc c'est assez intéressant. La technique pour différencier des requins, que ça soit sous l'eau ou grâce à l'utilisation de photographies ou de vidéos, ça s'appelle la photo-identification. Donc là, par exemple, on a pris 3 requins bulldogs qui viennent des îles Fidji et on va se demander qu'est-ce qu'on peut regarder pour différencier ces 3 requins bulldogs. Alors, là déjà, on voit qu'on a pris donc, le côté droit pour ces 3 animaux. Il faudrait faire la même chose avec le côté gauche. Et on voit que déjà, rien qu'en prenant ces côtés droits, on va avoir énormément de différences, notamment au niveau de l'aileron. Alors l'aileron, la nageoire dorsale, c'est vraiment un critère principal pour reconnaître des animaux différents. C'est aussi utilisé par exemple chez les dauphins. Donc là, on voit par exemple que chez ce requin, chez Ninja, l'aileron il va être particulièrement arrondi, alors que chez Corona, l'aileron est légèrement amputé sur le dessus. Du coup, ça lui donne un aspect beaucoup plus carré. Et si on va voir chez Joke, là, on a un aileron beaucoup plus pointu. Donc là, on a vraiment tous les types d'ailerons qu'on peut observer. On va avoir également possibilité de se référer à la pigmentation de nos requins. Donc certains requins, comme par exemple le requin tigre ou le requin zèbre qu'on a vu juste avant, vont avoir des taches, vont avoir des rayures. Donc là, c'est peut-être un peu plus facile de reconnaître les différences entre deux individus en regardant ces motifs finalement. Chez le requin bulldog ou chez le requin citron, c'est un peu plus difficile puisque la couleur va être uniforme. Mais chez certains requins, on peut quand même avoir une pigmentation et des taches. Donc c'est le cas de Joke. Donc là, on peut vraiment être sûr de la repérer du premier coup d'œil. Également, les requins, comme je vous ai dit tout à l'heure, peuvent avoir des interactions assez terribles avec les pêcheries. C'est vraiment leur menace principale. Et du coup, on peut retrouver des hameçons. Donc ça leur fait un petit peu comme des piercings. Alors, généralement et heureusement, c'est temporaire. Ils ne vont pas forcément garder les hameçons toute leur vie. Mais ça peut servir au moins pour un certain temps de façon de les reconnaître. On va avoir également des cicatrices, comme chez Ninja, là, qui vont pouvoir être suivis dans le temps aussi, parce que les requins vont présenter des capacités de cicatrisation exceptionnelles, et du coup, peut-être que dans plusieurs mois, cette cicatrice se verra à peine. Donc c'est pour ça que c'est très important d'effectuer un suivi régulier des requins pour être sûr de bien pouvoir les reconnaître dans le temps. Également, une marque et une partie du corps qui va être très importante à prendre en compte, c'est en fait la démarcation entre la partie grise et la partie blanche en dessous du requin, cette espèce de sillon après la lèvre, c'est vraiment comme une empreinte digitale. Ça, par contre, ça va être extrêmement fixe et c'est différent pour tous les requins. Mais par contre, ça nécessite d'avoir vraiment des photos de bonne qualité pour pouvoir étudier vraiment la différence. Donc c'est vrai qu'avec l'entraînement, on peut même réussir à reconnaître les requins du premier coup d'œil, y compris en plongée et dans l'eau.
Et finalement, il faut juste savoir où regarder et que chercher. À quoi ça sert la photo-identification? Eh bien, c'est très simple. Finalement, notamment dans le contexte du changement climatique, grâce à la photo-identification, je peux voir si un requin spécifique que j'avais l'habitude de voir à un certain site de plongée, par exemple, va peut-être bouger dans des sites de plongée très éloignés. Ou si, à l'inverse, j'ai un requin que je n'avais jamais vu qui est arrivé. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Donc, j'ai par exemple T23, donc un requin-tigre femelle qui vit ici, en Polynésie, donc avait été suivie sur le site de la Vallée Blanche à Tahiti. Elle était vraiment très régulièrement observée là-bas. Et ce requin a été retrouvé à plusieurs reprises à Hau, donc à 900 km. Donc on est vraiment sur un requin qui est capable de parcourir de grandes distances. Donc ça, c'est très intéressant. On a également Fred, donc là, un autre requin de notre population fidjienne de bulldogs. Fred, que l'on reconnaît grâce à cette petite nageoire qui va être coupée ici. Et notamment là, on voit qu'il a un hameçon au niveau des branchies et beaucoup de taches pigmentaires au niveau de son sillon ici. Et ce Fred va vraiment être un des requins les plus fidèles du site de plongée où on l'étudie, puisque 3 plongées sur 4, il est là. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, parce qu'en fonction des requins qui fréquentent le site, il y en a qui viennent une fois et après, finalement, ils désertent le site, ils vont ailleurs, alors que d'autres vont l'habiter quasiment tout le temps. Donc ça, c'est très intéressant comme information. Autre chose que l'on va pouvoir étudier chez les requins et qui va permettre de les différencier, en plus évidemment de leur photo, si je puis dire, c'est leur personnalité. Finalement, c'est un peu comme chez les humains. D'ailleurs, les 5 critères qu'on va utiliser pour décrire la personnalité chez les animaux et du coup chez les requins, c'est inspiré de la manière dont on va décrire la personnalité humaine. Donc on va avoir le premier critère qu'on va beaucoup utiliser, entre la timidité et la témérité. Ensuite, on va avoir un deuxième continuum entre l'évitement du risque et plutôt la prise de risque, donc face à un danger. On va avoir différents degrés d'activité, donc des requins qui ne bougent pas trop, un peu feignants peut-être, et des requins très très actifs, très voyageurs. On va avoir également différents degrés d'agressivité, et différents degrés de sociabilité, avec des requins potentiellement très solitaires et d'autres qui apprécient la vie en groupe. Donc à quoi ça peut servir, cette étude de la personnalité? Eh bien finalement, il pourrait s'avérer que ça pourrait être la clé d'une meilleure gestion du risque requin. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est vrai que les morsures de requins, c'est extrêmement rare. Ça se passe vraiment très peu de fois dans le monde. Il y a très peu de morts de morsures de requins tous les ans. Et finalement, en plus, il n'y a que 5 espèces de requins qui peuvent présenter un risque pour l'homme. Donc on va avoir le requin tigre, on va avoir le grand requin blanc, on va avoir également le requin bulldog, le requin mako et le requin longimane, qu'on appelle aussi ici le parata. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même au sein des paratas, par exemple, tous les paratas ne sont pas équitablement dangereux. On va avoir des paratas plutôt timides, qui eux vont peut-être pas poser beaucoup de problèmes finalement, alors qu'on va avoir des paratas peut-être un peu plus audacieux, dont il va falloir davantage se méfier. Donc là, c'est vraiment très important de regarder ce schéma ici. Comme tous nos requins ne présentent pas le même degré de risque, finalement, on va avoir une majorité de requins qui n'en présentent absolument aucun pour un requin peut-être un petit peu plus risqué. Donc tuer aveuglément des requins, comme ça peut être proposé parfois pour résoudre le problème des attaques dans certains endroits, ça serait peut-être pas la meilleure solution finalement. Et peut-être qu'il faudrait plutôt cibler le requin qui serait coupable. Donc pour être sûr de cibler le requin qui serait coupable, on va utiliser la génétique. C'est exactement comme par exemple pour la police scientifique. En fait, on va pouvoir, sur la blessure d'une victime, récupérer de l'ADN.
Donc, comme pour l'humain, l'ADN du requin il va contenir l'information génétique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 2 types d'ADN différents. On va avoir l'ADN qui est contenu dans les mitochondries, donc l'ADN mitochondrial, qui va être transmis que par la mère ou que par les femelles chez les requins. Donc on va avoir finalement qu'une petite part de l'information totale de l'individu. Alors qu'on va avoir aussi l'ADN nucléaire, donc l'ADN nucléaire qui lui est contenu dans le noyau des cellules et qui va être lui transmis par les 2 parents. Donc évidemment, celui-ci va présenter tellement de précision au niveau de l'information que l'ADN nucléaire va même être différent pour 2 jumeaux identiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant pour nous, puisque effectivement, sur la plaie d'une victime, par exemple, on va être capable, si on extrait l'ADN mitochondrial de l'information d'un peu de salive qui serait restée par exemple sur une plaie, on pourrait retrouver facilement l'espèce grâce à l'ADN mitochondrial. Mais si on arrive effectivement à retrouver l'ADN nucléaire, on pourrait carrément savoir quel individu exact a mordu cette personne. Donc l'intérêt, il est assez évident de la génétique, c'est pour donc optimiser notre gestion du risque requin, puisqu'on peut avoir accès à l'individu qui a mordu. Donc, c'est un petit peu comme une enquête. Finalement, on a une morsure. Donc là, par exemple, on va récupérer de la salive sur notre planche de surf. On collecte l'ADN. On va regarder dans une base de données qu'on va avoir effectuée au préalable en faisant des sorties sur le terrain, en faisant des plongées, où on va pouvoir avoir collecté l'ADN des requins tout en ayant associé cet ADN à une photo et à une personnalité. Et ainsi, si on connaît l'animal, on peut savoir où est-ce qu'il a été vu la dernière fois, où est-ce qu'il a l'habitude d'être vu, et ainsi, on peut rechercher exclusivement l'animal qui a posé des problèmes. Et ça pourrait être donc une nouvelle méthode de gestion du risque vraiment optimisée, plutôt que de pêcher aveuglément des centaines de requins, comme ça peut se faire dans certains endroits du monde, on pourrait proposer de sauver du coup des centaines et des centaines de requins innocents en ne prélevant que l'animal qui serait coupable. Voilà pour les différentes perspectives qu'offre en fait la reconnaissance individuelle des requins. Donc évidemment, dans le cadre du changement climatique, c'est tout à fait important, puisque peut-être qu'avec les changements que montre l'environnement aujourd'hui, l'environnement marin, nos requins vont pouvoir changer d'habitat, changer de distribution géographique. Peut-être que certains requins qu'on va avoir repérés dans certaines zones qui vont peut-être avoir déjà fait des victimes vont se déplacer. Et du coup, c'est très important d'étudier les différences individuelles. Donc là, on retrouve Fred, notre requin très fidèle des Fidji. Et les reconnaître du premier coup d'œil, c'est du coup extrêmement important. Ça apporte beaucoup d'informations écologiques. Ça va vraiment pouvoir permettre d'optimiser la conservation des requins dans le monde. Merci de votre attention.